Et on passe maintenant toujours dans ce live dédié au Cloud Native par Devoteam et la nouvelle édition du Tech Radar par les tendances justement pour performer, pour innover, pour optimiser dans le cloud avec de nouveaux invités. Bienvenue à vous Laurent Le Tourmy. De ce côté. Eh ben, voilà, il fallait que ça arrive. Je retournais. Bonjour à vous, excusez-moi parce que vous êtes nombreux sur ce live. Bonjour à vous, Laurent Le Tourny, je vous donne votre rôle. Vous êtes Head of Data chez Devoteam. Voilà, depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, très bien. Donc spécialiste aussi évidemment de ces questions, on va en parler avant. Et donc vous, Adrien Blin, je ne me suis pas trompée, vous êtes Tribe Lead Data Foundation chez Devoteam France. En quelques mots, résumez-nous votre... Oui, en fait, il s'agit de porter l'expertise technologique autour de la data, tout ce qui est lié au data engineering, l'architecture dont on reparlera tout à l'heure, et tout ce qui est lié au delivery, notamment tout ce qui est DataOps. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, à tous les deux aussi, on a entendu les définitions du cloud native de la part des précédents invités. Pourquoi est-ce que c'est important de s'y intéresser cette année? Quelle est aujourd'hui votre conviction? On va parler data si vous voulez bien. Cloud native dans la data, la définition, en fait, l'approche est très simple. Ça fait longtemps qu'on fait de la data sur des logiciels dont le design n'ont pas beaucoup changé. En fait, les bases de données, grosso modo, on va parler de bases de données quand on fait de data, ont été inventées dans les années 70-80. Et c'est les mêmes architectures qui, avant l'apparition de cloud native, continuaient à perdurer, qu'elles soient hébergées dans les entreprises, on-premise ou sur le cloud. À partir des années 2010-2015, on voit apparaître des nouvelles solutions, nouvelles architectures qui restent des bases de données, mais qui sont nées dans le cloud, pour le cloud, et qui tirent bénéfice de ce que le cloud apporte. Ce sont ce qu'on appelle des solutions cloud native. Effectivement, on entend parler aujourd'hui beaucoup de Snowflake, de Databricks, de BigQuery, un petit peu moins d'Oracle et DB2, qui ont fait l'âge d'or de la data il y a quelques années, même plus récemment, qu'est-ce qu'il reste d'Hadoop aujourd'hui, par quelques socles technologiques. Voilà, c'est vraiment la place aux nouveaux entrants, des solutions qui sont soit hybrides, qui sont agnostiques et qui peuvent tourner sur différents clouds, soit des solutions qui sont directement disponibles sur les cloud providers. Voilà, c'est aussi la place pour des nouvelles approches, nouvelles organisations, on en parlera tout à l'heure, des nouvelles architectures, on parle de data mesh dans le Tech Radar, et de nouveaux écosystèmes autour de ces acteurs pour un passage à l'échelle. Alors justement, il faut qu'on rentre un peu dans le détail, mais quand même, Adrien, je voulais avoir aussi votre... voilà, en tant que spécialiste, pourquoi est-ce que cette tendance-là vous parle? Oui, mais en fait, je pense que le cloud native, c'est un changement de paradigme assez profond. Le cloud, on a commencé de façon... Donc c'est plus qu'une tendance pour vous, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme, en effet. On a commencé finalement de façon très progressive. Au début, le cloud, c'était ni plus ni moins que mimer les capacités d'infrastructure qu'on portait dans les data centers traditionnels des entreprises. Simplement, on savait faire plus vite pour moins cher à la demande. Et progressivement, le cloud s'est mis à innover. On a vu de nouveaux produits apparaître, et notamment dans le domaine de la data, tout ce qui est lié au stockage objet, qui est aujourd'hui largement utilisé dans le monde du big data, globalement est apparu progressivement. Mais à ce moment-là, dans cette deuxième temporalité, la chance était qu'on retrouvait encore des produits sur le marché qui, dans un second temps, étaient capables de reprendre ces technologies, ces capacités dans les murs des entreprises qui ne souhaitaient pas encore aller vers le cloud. Mais aujourd'hui, on atteint une troisième temporalité qui est plus problématique, puisque aujourd'hui, l'innovation se fait résolument dans le cloud, offre des solutions technologiques différentes, portées par des paradigmes, des concepts d'architecture différents, des capacités de delivery différentes. Et ces solutions ne trouvent plus d'écho, en fait, dans les ramifications traditionnelles, dans les data centers de l'entreprise. Et ça amène un problème particulier pour les entreprises, et notamment du fait de l'importance de la data. Parce que, évidemment, ça amène tout un ensemble de questions afférentes au domaine de la sécurité, qu'on a pu aborder tout à l'heure sur le plateau. Mais la data, au-delà de toutes les considérations objectives, on touche à l'affect, on touche au patrimoine, on touche au trésor de guerre. Et oui, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure sur le plateau les strategic assets de l'entreprise. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, il y a tout un travail d'éducation, d'acculturation qui nécessite en fait d'embarquer ses clients vers un monde qui soit beaucoup plus data-centric et cloud native, mais avec un accompagnement qui permette de rassurer, qui permette d'objectiver en fait ses craintes. Et la data étant un asset tout particulièrement sensible, ça requiert une certaine dose de souplesse et d'agilité pour passer ces messages. Bien sûr. Ça amène aussi un dilemme sur le plan des solutions. Tu parlais de Snowflake, de Databricks. Aujourd'hui, ce sont des solutions qui, justement, ne trouvent pas ce reflet dans les murs de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit bien que dans certains marchés sensibles, qui historiquement préféraient finalement ne pas prendre le parti de technologies innovantes sur le cloud pour s'enfermer dans les murs de l'entreprise, aujourd'hui, sont bien obligés de commencer à revoir leur paradigme pour pouvoir justement tirer profit de celle-ci et ne pas finalement rester sur le chemin en fait, de la transformation.
Laurent, quelles sont les nouvelles tendances pour moderniser le paysage applicatif de l'entreprise dans le cloud? Il y en a plusieurs, bien entendu. Je vais en retenir deux. D'abord, c'est une nouvelle connexion, un nouveau mode de fonctionnement entre IT et métier. Oui. Je crois qu'on l'a abordé très légèrement tout à l'heure. C'est vrai. Mais on sort d'un paradigme, l'IT au service d'un métier. Un métier qui demande toujours plus de choses, qui des fois ne sait pas formaliser ce qu'il veut, qui peut changer d'avis avec l'arrivée des méthodes agiles, etc. On n'a pas vraiment résolu le sujet. Sur la data, aujourd'hui, on parle de technologie dans le tech radar, mais très clairement, la data reste au service du métier. Une data qui reste dans une plateforme technologique ne sert pas à grand-chose. Si elle reste dans le coffre-fort, je veux dire. Donc pour nous, chez Devoteam, elle est sur 3 dimensions. Il y a un aspect stratégique, un aspect business et un aspect technologique. Le socle technologique, il est critique, certes. Si on n'arrive pas à accéder à la data, si on n'arrive pas à processer de la donnée, si on n'arrive pas à l'enrichir, on va faire face à des problèmes, mais on ne peut pas être autocentré, ça ne peut pas se suffire à soi-même. Il est au service d'un métier et dans une stratégie d'entreprise. Donc c'est un nouveau modèle de collaboration qu'on trouve grâce à ces plateformes qui permettent d'aller plus vite, qui permettent d'accéder à plus de données, qui permettent d'être plus agile dans l'exploitation et dans l'exploration dans les données, amènent obligatoirement un nouveau mode de collaboration IT et métier. Et le deuxième, on va revenir aux compétences, c'est un mix de compétences nécessaires qui est très riche, qui est très différent, qui est très riche et qui bouge beaucoup. Oui. Je prends l'exemple d'un data scientist. Il y a quelques années, on avait passé par de nombreuses définitions de data scientist. Il y a quelques années, il passait 80% de son temps à préparer de la donnée avant de travailler sur le Graal, les modèles, les algorithmes, les scores, etc. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui, mais demain, très sincèrement, il aura encore un métier, mais quel sera son métier quand ChatGPT, quand un modèle LLM, il va pouvoir l'aider à faire des choix de modèles ou de nettoyage de données bien plus rapidement que ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Très sincèrement, il aura encore un nouveau métier dans quelques mois, dans quelques années. Il va évoluer, oui. Et ça, ce sont des nouvelles choses qui arrivent à vitesse grand V. Exactement. Adrien, même question pour vous. Quelles sont les tendances dans ce nouveau paysage applicatif à venir ? Alors c'est un point qui est assez intéressant puisque la data, de longtemps en fait, c'était un objet un petit peu particulier dans l'entreprise puisque finalement il y avait le système d'information opérationnelle qui portait les applicatifs qui permettaient de faire tourner ces entreprises au quotidien. Et la data, elle vivait de façon un petit peu excentrée sur le temps long. On était dans une dynamique où on copiait finalement tout un patrimoine de données. On allait le déverser dans des systèmes ad hoc, des dataware, puis des clusters big data. Et on traitait cette donnée pour sortir des éléments, pour favoriser du reporting, du décisionnel, ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qui change, puisque vous parliez d'applicatifs, c'est le fait que la data, les nouveaux relais de croissance qu'elle peut apporter à l'entreprise, c'est le fait de traiter des cas d'usage qui s'inscrivent dans les processus opérationnels même de l'entreprise. Donc finalement, il ne s'agit plus seulement de faire du décisionnel à côté sur le temps long, il s'agit par exemple, si on prend une banque, de faire de l'analyse en temps réel pour détecter des fraudes et surtout les bloquer, plutôt que de les constater et constater les pertes a posteriori. Et alors ça nécessite finalement une forme de convergence qui doit s'opérer entre deux paysages qui étaient différents, portés par des tenants différents, qui étaient mus par des technologies différentes, pour aller vers un système d'information qu'on va appeler finalement un système d'information data-centrique, dans lequel la donnée irrigue de façon continue le système, le nourrit et permet de valoriser celle-ci au travers d'un certain nombre d'applications. Et sur le plan technologique, ça veut dire que des data platforms modernes doivent émerger pour ce faire. C'est une colonne vertébrale qui permet de favoriser cette irrigation et cette valorisation de la donnée. Et ça passe sur des paradigmes technologiques différents. Et justement, les solutions qui sont sur le cloud aujourd'hui apportent des réponses différentes et beaucoup plus efficaces que celles qu'on a pu constater par le passé. Après, ce n'est pas seulement un défi technologique, puisque tu le disais aussi, quand on parle de data, aujourd'hui, on se rend compte que de nouveaux modèles organisationnels émergent également. Notamment, on parle de plus en plus de data mesh, qui permet finalement d'apporter des modèles organisationnels dans lesquels il s'agit plutôt de centraliser une compétence dans des data office obscurs et fermés. Il s'agit finalement de réembarquer toutes les parties prenantes, les métiers, de les autonomiser, de les empowerer et de faire en sorte que ceux-ci travaillent de façon plus fédérée, en émulation permanente les uns avec les autres. Ça apporte une certaine forme de circulation et de valorisation continue de la donnée. Et la donnée, enfin, prend un relief différent, puisque finalement on parle de produits data de plus en plus. Il ne s'agit plus simplement de sortir des tableaux de bord, de sortir un certain nombre d'éléments à froid, a posteriori. Il s'agit de construire des applications dont la data est le moteur premier.
Oui, se sortir du fameux dashboard, le monitoring à l'ancienne pour arriver vers vraiment la business value. Vous avez évoqué, Laurent, tout à l'heure les LLM, ça n'a pas échappé, les Large Language Models qui sont derrière l'IA générative, notamment ChatGPT d'OpenAI. Quel est le lien qu'on peut faire entre Cloud Native et AI? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête par rapport à cette possible adéquation entre des applications IA et puis le fait d'être dans un environnement cloud natif? Alors vous avez raison, j'aime bien ChatGPT, mais je préfère parler d'LLM. Parce que derrière ChatGPT, qui est la partie publique de ce qu'on voit, il y a une vraie infrastructure, il y a plusieurs LLM. C'est la feature. C'est la feature, exactement. Mais d'abord, pas d'IA sans cloud. Je lisais ce week-end un article de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. Oui. En fait, on connaît tous la loi de Moore, tous les 18 mois et depuis quelques décennies. Et oui. La puissance des processeurs double. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est qu'avec le cloud, depuis 2012, la puissance de calcul disponible pour entraîner ces modèles double tous les 3-4 mois. C'est vertigineux. Ouais. C'est vertigineux. Et donc, il n'y a pas d'IA aujourd'hui et d'LLM sans le cloud, très clairement. Qui a les moyens de se payer une infrastructure ad hoc avec des milliers de GPU ou de TPU, si on parle de la technologie Google, pour entraîner? C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a investi plusieurs dizaines les quelques milliards, il y avait d'échanges de services probablement derrière, de mise à disposition d'infrastructures sans laquelle OpenAI ne serait pas disponible. Mais c'est très clairement très compliqué, ça va à une vitesse folle. Moi, je n'ai jamais vu ça en 25 ans de carrière. Autant de rapidité dans l'innovation aujourd'hui et à l'échelle. On a l'impression que ça sort depuis quelques semaines à peine, mais c'est la partie émergée de l'iceberg qui est en préparation depuis des années. On pense que l'IA va permettre de designer des apps, très clairement. Le code, no-code, ça va être intégré au cœur des processus de design des apps, des architectures. Ça aide déjà à designer des processeurs qui vont eux-mêmes aider à avoir un cloud plus efficient et plus sustainable, mais on pense que ça va permettre d'aller sur des nouvelles générations de processeurs auxquels on ne pense pas aujourd'hui. Ça peut designer des réseaux aussi, et l'efficacité de ce qui tourne sur le réseau. En fait, on est au début de ce que ça va vraiment nous permettre. Toute la chaîne de valeur, c'est ce que vous voulez dire, y compris les composants, et tout ce qui fait tourner finalement ces LLM vont se transformer. Absolument, quand on va les redesigner, quand on va utiliser la puissance des LLM pour les reconstruire. Il n'y a pas une journée qui se passe sans annonce depuis quelques semaines et quelques mois, mais au-delà de tout ça, ce qui retient mon attention aujourd'hui, c'est plus que les LLM, c'est des architectures assez émergentes qui permettent d'orchestrer des agents et des LLM, qui vont permettre de piloter ces modèles, qu'ils soient ceux d'OpenAI, ceux qui soient disponibles sur Hugging Face, ceux qui sont disponibles en open source, au sein de technologies comme l'a annoncé Databricks il n'y a pas longtemps avec Dolly. Voilà, on se retrouve avec LangChain, avec BabyGPT, sur des architectures qui permettent de créer des architectures AI plus que les langages et les modèles eux-mêmes. Alors, pour vous aussi, le lien entre LLM, IA et Cloud Native, comment vous le percevez? Qu'est-ce qu'on peut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, je resterai en fait dans la dynamique que présentait Laurent jusqu'à maintenant. Pour moi, en fait, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur le cloud ont commencé à apporter un certain nombre de solutions puissantes. Les LLM en sont un certain reflet. Ça amène en fait la question du rôle du data scientist au sein de l'organisation, puisqu'en fait, finalement, il s'agit plus tant de construire en partant de rien, en partant de quelques frameworks et en bâtissant des solutions ad hoc, en partant depuis zéro. Il s'agit finalement de jouer plutôt la composition en allant chercher finalement des solutions qui émergent, qui sont sur le marché, qui se retrouvent notamment sur des places de marché, sur des plateformes comme Hugging Face par exemple, qui émergent dans ce domaine-là, et qui vont finalement apporter un certain nombre de réponses sur étagère ou de solutions adaptables. Ça veut dire qu'au sein de l'entreprise, il s'agira plutôt de jouer la composition. On a beaucoup parlé tout au long de la soirée d'architecture, et je pense que ça remet en fait la place essentielle sur l'architecte, puisqu'en fait, il s'agira de plus en plus d'assembler ces building blocks plutôt que de les créer ex nihilo. Et ça remet aussi l'emphase sur un autre profil, peut-être moins en lumière que le data scientist tel qu'il a pu l'être ces dernières années, mais ce sont ce que j'appelle les plombiers de la data, les data engineers en particulier, qui sont en fait la colonne vertébrale qui favorise l'irrigation de la donnée et qui permettent en fait de bâtir et de mettre en disponibilité ce patrimoine qui va être utilisé justement et valorisé au travers de ces modèles. Donc c'est vraiment une question d'architecture, une question de technologie et d'irrigation de la donnée
qui va revenir en force, je pense, s'appuyant sur le fait d'utiliser de plus en plus ces modèles qu'on va retrouver sur étagère. Alors ça change la chaîne de valeur, mais ça change aussi, vous l'avez un peu évoqué, l'organisation aussi en interne, d'être toutes ces technologies qui ne cessent évidemment de devenir en passe d'être standardisées, si on peut le dire, au moins de l'IA, je pense, ça c'est certain. C'est justement le prochain sujet qu'on va aborder, notamment avec vous, Laurent, vous restez avec nous. Comment, alors innover dans le cloud natif, oui, mais avec quel profil, quelles compétences, comment attirer les talents dans l'univers justement du cloud natif et des plateformes, c'est ce qu'on va voir tout de suite.